ressentir ses conséquences, nous pourrons peut-être organiser une soirée sur un thème qui est tout à fait décisif, sur lequel, à titre personnel, je suis en train de réfléchir pour une communication dans un colloque, mais je ne me suis pas encore fait une religion. C'est de savoir, en tout cas le débat il existe, sachez-le, il est très ancien. Est-ce que l'intérêt général existe? Comment est-il défini? Et en imaginant qu'il existe sous un nom, ou sous le nom de bien commun, par exemple, cher à saint Thomas d'Aquin, est-ce que seuls les hommes de l'État sont capables de définir l'intérêt général? Et j'essaye de poser des problèmes à la fois compliqués à cette heure-ci, et pas si compliqués que cela, au moins dans la façon de les poser. Alors, quand vous êtes sur la même thématique, si l'intérêt général existe, mais il ne suffit pas de dire, c'est évident, monsieur l'économiste, que l'intérêt général existe, et il ne peut pas être porté par les intérêts privés, il ne peut être porté que par les hommes de l'État. Très gentil. Sauf que, depuis Aristote et Platon, on réfléchit pour savoir, 1, est-ce que l'intérêt général existe? 2, comment va-t-on le faire émerger? 3, si même je sais le faire émerger, retenez tous ces thèmes pour les questions-réponses. Je peux simplement, dans le propos initial, pratiquement seulement poser des questions. C'est déjà pas mal si on les pose correctement. Si l'intérêt général existe, comment émerge-t-il? Est-ce qu'il est porté seulement par les hommes de l'État? Est-ce que le mari de Carla est le seul porteur de l'intérêt général? L'idée de l'intérêt général, est-ce qu'une entreprise qui produit une paire de lunettes permettant de voir un tout petit peu ses notes participe à l'intérêt général? Est-ce que quelqu'un qui est tout seul sur une route à 3 h du matin et qui utilise un téléphone portable, est-ce que le fabricant de ce portable a participé à l'intérêt général? C'est évidemment une question centrale, puisque beaucoup d'étudiants en droit ici, depuis pratiquement la première heure du premier cours, de constit, de sociopo en seconde année, de strative, de finances publiques en troisième année, de droit de l'urbanisme, de droit fiscal et ainsi de suite, toutes ces matières sont adossées sur une idée: l'intérêt général existe, il est représenté par les hommes de l'État, et il leur faut donc un droit particulier. Regardez les conséquences. Et il leur faut donc un droit particulier pour le faire émerger. Je n'ai pas le droit d'obliger quelqu'un à vendre sa maison. Je m'appelle homme de l'État. Je dis, il faut qu'il passe une autoroute de Marseille à Sisteron. Il y a des maisons qui me gênent sur le tracé qui est défini. Par qui? Par les hommes de l'État. Est-ce que j'ai le droit de prendre les maisons et les détruire? Oui. Ça s'appelle le droit de l'expropriation. Donc les hommes de l'État disposent d'un droit particulier, exorbitant du droit commun. Pourquoi? Parce qu'il représenterait, ou il représente, l'intérêt général. D'où l'erreur intellectuelle, me semble-t-il, sur lesquelles on va discuter, mais qui sont peu de choses à côté de la mystification éthique. Puisque si l'impôt est simultanément progressif et redistributif, c'est parce qu'il doit être le vecteur pondérant, qui pondère les inégalités, analyser les inégalités issues de la répartition initiale des revenus, inégalités qui sont immédiatement qualifiées d'injustice, dont la source, dans le pire des cas, est un déterminisme dû à la naissance, implacable, et dans le meilleur des cas, l'inégalité issue de la répartition initiale des revenus, qualifiée d'injustice, serait une différence de talent, reconnaissent certains avec honnêteté, ou une différence d'ardeur au travail, mais qui ne saurait tenir lieu de justification à des résultats de revenus dispersés, car ce qui compte, nous dit-on,
ce n'est pas la justice commutative, à chacun selon ses mérites, c'est la justice distributive, à chacun selon ses besoins. Ce n'est pas la répartition fonctionnelle des revenus, c'est-à-dire en fonction fonctionnelle, en fonction de nos efforts productifs, mais c'est la répartition personnelle, et je reçois des revenus parce que j'ai des enfants, ou parce que je suis vieux, ou parce que je suis chômeur, ou parce que je suis handicapé. Évidemment, s'il ne s'agissait que de cela, encore que l'on ne voit pas sur le plan éthique et moral, ce qui justifie de prendre des revenus aux uns pour les distribuer aux autres parce qu'ils ont 5 enfants, et l'un à 0. Mais très vite, vous le savez bien, ce sera l'une des thématiques de ce soir sans doute, très vite, il s'agit de passer à autre chose. Et via la redistribution, d'acheter les clientèles nécessaires à la réélection sur le marché politique, théorie du public choice. Buchanan Tulloch, les rapatriés d'Algérie, les fabricants de mogettes, ce sont des haricots en Vendée, les fabricants de melons, c'est à Cavaillon, les étudiants, les minorités de toutes sortes, les majorités de toutes sortes, les homos, les hétéros, les auvergnats, les hétéro-auvergnats, les homo-bretons, et ainsi de suite. C'est-à-dire que où la mystification va devenir très grave, c'est qu'évidemment, on sait parfaitement que si l'on présente la redistribution via l'impôt et les transferts sociaux, comme s'adressant aux seuls cabossés de la vie, à ceux qui ont pris tous les coups, à ceux qui naissent par exemple handicapés majeurs, encore qu'il y a un lourd débat, charité privée versus solidarité par l'État. Acceptons cependant de dire, pour pouvoir progresser, que nul ne peut nier qu'il faut une action qui serait publique de nature volontariste pour ceux ou celles qui ont pris des coups dans la vie. Mais vous savez parfaitement que nettement plus de 95%, et ça se démontre, de la redistribution ne se fait pas envers les handicapés, les très pauvres, et ainsi de suite. Du reste, ça se saurait dans la 5e économie de la planète. Lorsque les prélèvements obligatoires représentent près de 50% du produit intérieur brut, chaque année près de 50% du PIB de la 5e nation du monde, et la redistribution ne s'adresserait qu'aux véritables cabossés de la vie. Vous n'auriez plus un SDF dans la rue, vous n'auriez plus un pauvre, et tous ceux que la vie n'a pas gâtés, et ça existe, ne le nions pas, ne tombons pas dans des caricatures du genre, les gens qui n'ont pas des moyens de vivre sont tous des fainéants, des parasites, veulent vivre. Ce n'est pas vrai, évidemment. Encore que je répète ici, pas par provocation intellectuelle, pour aller jusqu'au bout des vrais raisonnements, que face aux cabossés de la vie, on peut s'interroger si c'est la solidarité publique ou la charité privée qui doit aider et subvenir aux misères du monde. Nous verrions du reste que sur le plan de nouveau déontologique et éthique, il y a une immense différence, mais vous allez voir que ces problèmes sont compliqués. Immense différence, parce que la charité, par définition, je sais qu'elle n'est pas obligatoire. Donc quelqu'un qui prend de son revenu et donne à un autre, ou quelqu'un qui porte une soupe à son voisin, je sais que sur le plan moral, c'est impeccable. La solidarité par l'impôt, aux fins de redistribution, j'imagine pour les cabossés de la vie. Ça peut être des impôts levés sur quelqu'un qui est de conviction nationale socialiste, de tendance pédophile, et on pourrait lui ajouter 2 ou 3 attributs de ce genre. Or, s'il est très riche et qu'on lui prend beaucoup d'impôts par la progressivité, c'est l'impôt de ce genre d'individu qui peut aider les autres. Vous direz, mais la seule chose qui compte, monsieur l'économiste, c'est le résultat. C'est que les pauvres sont aidés. Le problème, évidemment, nous le verrons, du conséquentialisme, ce ne sont pas des mots grossiers ni très compliqués. Du conséquentialisme, n'analysez que les conséquences.
et non pas de l'intentionnalisme, analyser